Aujourd'hui, je vais vous résumer l'Odyssée, écrite par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ. On ne sait pas qui était cet Homère, si c'est une seule ou un groupe de personnes, mais on dit qu'il a aussi écrit l'Iliade, qui relate des événements antérieurs à l'Odyssée. Avant de commencer, petit point important, l'Odyssée ne se déroule pas dans l'ordre chronologique. Il y a beaucoup de retours en arrière et du coup, je vais suivre le même fil que l'écrit original. Tout commence sur une île où il y avait Ulysse. Pour le différencier des autres personnages, il aura un beau chandail rose et un pantalon. Sauf qu'il était en prison. La belle Calypso désirait garder ce dernier pour l'épouser. Elle n'était pas sans qualité puisqu'en plus d'être une belle et jolie nymphe, elle pouvait rendre immortelle. Si c'est pas une concubine parfaite, logiquement Ulysse ne devrait pas hésiter une seconde, sauf que Pénélope, il ne pensait qu'à elle, sa belle Pénélope, son épouse qui l'attendait sur son île natale. Cette dernière, considérée comme veuve, promit à ses 108 prétendants, elle est très populaire, qu'elle accepterait d'en épouser un quand elle aura fini son tissage. Sauf que le jour, elle tisse, mais la nuit, elle détisse pour faire croire que son travail est toujours en cours d'avancement, et cela fait déjà 3 ans qu'elle ambitionne ce labeur fictif dans l'espoir qu'Ulysse arrive en vain. Ulysse, quant à lui, ça fait déjà 7 ans qu'il est en prison chez Calypso, mais ce jour-là, il allait avoir du changement. En effet, Poséidon était en Éthiopie pour des festivités. Quel genre de festivités? Je ne sais pas. Libre à nous de l'imaginer, peut-être un concert de TPGG. Et juste pour précision, l'Éthiopie, c'est un synonyme d'Afrique noire à l'époque, du moins pour les Grecs. Ainsi, profitant de l'absence du dieu des mers, les différents dieux tels qu'Athéna, Zeus et Hermès se décident à faire libérer Ulysse. Car oui, les dieux peuvent être absents et du coup les autres dieux qui ne sont pas absents peuvent en profiter pour faire des trucs en cachette. Mais avant de continuer, je dois vous parler de Télémaque. Car en effet, l'Odyssée, c'est pas que l'aventure d'Ulysse, c'est aussi celle de Télémaque, en parallèle, et Télémaque, c'est le fils d'Ulysse et Pénélope. Donc je disais, pendant ce temps, Télémaque, de Télé la distance et de Makos le combat, soit celui qui combat à distance, donc je disais, pendant ce temps, Télémaque, oh et puis on s'en fiche de Télémaque, il sert à rien. Je vais surtout me concentrer sur Ulysse, car Télémaque ne va que blablater avec des gens pour demander des nouvelles d'Ulysse, et tout. Revenons donc à Ulysse. Les dieux essaient de le libérer, mais ça prend du temps, blablabla. On passe les détails. Bon, Ulysse est enfin libéré, youpi, il est donc invité à un repas, où il devra raconter ses exploits. Bah oui, au moins qu'il serve à quelque chose. Il commence donc à raconter la guerre de Troie, car à la base, il devait juste faire la guerre. Il en profite pour raconter son acte le plus ambitieux, la fois où il a réussi à rentrer dans la ville de Troie en offrant un cheval en bois à la ville. Mais en fait, il était caché dedans, et du coup la nuit, avec ses soldats, il en a profité pour sortir et foutre le bazar. Sûrement une des scènes les plus cultes de la littérature antique. Ça fait bizarre de se dire que ce n'est en fin de compte qu'un simple flashback raconté par Ulysse. Ensuite, il commence à raconter le début de son voyage. Ulysse devait quitter Troie une fois la guerre finie pour rentrer à Ithaque, son île natale dont il est le roi. Mais plutôt que de prendre le chemin le plus court, il décidera d'aller chez les Cicones pour y faire une petite étape bien sympathique, histoire de piller la ville, ramener quelques souvenirs, un petit détour pour se faire plaisir. Sauf que les Cicones vont se rebeller plutôt que de se laisser piller et Ulysse et ses hommes vont donc fuir vers le cap Malais, qui n'est pas loin d'Ithaque. Mais là, une tempête va brusquement faire changer de direction le bateau d'Ulysse qui s'échouera dans un lieu inconnu, l'île des lotophages, c'est-à-dire là où vivent les gens qui mangent des lotos, une plante apparentée au lotus aux propriétés narcotiques. Les hommes d'Ulysse consommeront cette plante et en deviendront accros à un tel point qu'ils ne voudront plus quitter la zone. Heureusement, Ulysse et son charisme de fou les incitera à quitter cette île. Ils vont vers le nord, ils tombent sur une nouvelle terre inconnue où ils trouvent une grotte. Et Ulysse, très malin, s'exclama « Et si on allait dans cette grotte ?» Parce qu'il faut dire qu'être perdu au milieu de la mer Méditerranée, c'est pas suffisant comme souci. Après, il faut dire aussi, c'est sûrement la nourriture qui les a attirés. Ils mangent, ils s'amusent, ils boivent du vin, car il y avait aussi du vin dans la grotte. Puis arrive Polyphème. De poly, beaucoup, et phème, parler. Celui qui parle beaucoup. Mais surtout le propriétaire de la grotte et de la nourriture qui était dedans. Et en plus, c'est un cyclope, géant et anthropophage. De anthropos, homme, et phage, manger, celui qui mange les hommes. Bref, Polyphème, le cyclope, n'est pas très sympa et fait prisonnier Ulysse et ses hommes dans la grotte. Il en profite pour en manger un ou deux. Mais Ulysse est super malin. C'est quand même lui qui a eu l'idée du cheval de Troie, donc c'est pas le premier idiot venu. Il va proposer au cyclope de boire du bon vin offert par les Cicones. Juste pour rappel, les Cicones, c'est les gars qu'ils ont tenté de piller au début du voyage. Le cyclope boit le vin, qui est un bon vin bien fort, il en profite pour demander le nom d'Ulysse. Mais quel est ton nom ? Et là, citation cultissime, vas-y Ulysse. Bah je m'appelle Ulysse, pourquoi ? Mais non, c'est pas ça la réplique culte. On l'avait répété pourtant. Ah oui, on refait. Mais quel est ton nom ? Mon nom est... personne.
Le Cyclope s'endort après avoir bu le bon vin. Une fois assuré qu'il ne dort pas que d'un œil, Ulysse en profite pour lui jeter une flèche dans la pupille pour rendre Polyphème aveugle. Ulysse et ses hommes quittent la grotte, remontent sur le bateau. Polyphème, quant à lui, va voir ses amis qui lui demandent « Mais qui t'a fait ça ?»« Personne. » « Bah alors si personne t'a fait ça, on n'y peut rien. » Une fois assez éloigné de la côte, Ulysse en profite pour lui créer son vrai nom. « Mon nom est Ulysse. » Du coup, on peut en juger que dire tout à l'heure qu'il s'appelait personne n'a servi à rien. Polyphème promet qu'il se vengera, et il faut savoir que Polyphème, c'est pas n'importe qui, c'est le fils d'un certain Poséidon, le dieu de la mer. Donc voilà, quand on est marin, on évite de crever l'œil du fils du dieu de la mer. Mais bon, Ulysse continue vers le nord, on voit qu'il n'a vraiment pas le sens de l'orientation, il atterrit sur l'île d'Éole, une île de bronze. Éole offre du vent à Ulysse sous forme de gourde, oui c'est possible. Ulysse continue donc son chemin sans encombre. Vraiment, tout se passe bien, il a même réussi à rejoindre Ithaque, son île natale. Et voilà, l'histoire se termina, allez, bonne nuit. Non, en fait non, parce qu'il faut savoir que les hommes d'Ulysse sont des gros boulets. Et l'un d'entre eux va avoir la bonne idée d'ouvrir la gourde de vent au dernier moment, juste avant de rejoindre Ithaque, ce qui va faire envoler le bateau dans un endroit complètement paumé. Mais au moins, ça leur fait visiter quelques lieux. Ils arrivent au pays des Lestrigons. Ce peuple cannibale en profitera pour bouffer quelques hommes d'Ulysse, cependant il reste un peuple très sympathique. Ulysse s'enfuit et va sur l'île d'Aea. Joli nom au passage. Il rencontre la magicienne Circé. Ulysse envoie une vingtaine d'hommes explorer l'île, mais Circé les transforme en cochons. Alors Ulysse doit aller sauver ses hommes, mais Circé veut lui faire boire le poison aussi. Ulysse accepte et boit le poison. Et là, ça ne marche pas. Ulysse ne se transforme pas en cochon, mais comment a-t-il fait? Aurait-il des pouvoirs surnaturels? Non. Ulysse est très malin, car n'oublions pas, c'est lui qui a fait le coup du cheval de Troie et du Mon nom est personne. Juste avant de rencontrer Circé, Ulysse avait fait la connaissance de Hermès, le messager des dieux, qui passait pour le prévenir du danger qu'était Circé. Ce dernier lui donne du molly, un antidote contre la magie de Circé. Ulysse en profite pour menacer Circé avec son épée, et elle décide de devenir gentille. Un an plus tard, Ulysse et ses hommes, qui ne sont plus des cochons, décident de quitter cette île pour rentrer au pays. Alors pourquoi sont-ils restés un an? Aucune idée. Cependant, juste avant de partir, Elpénor, un des marins d'Ulysse, se tue en tombant du toit, car son taux d'alcoolémie dans le sang était trop élevé. Voilà, c'était la scène prévention contre l'alcool, merci Homère. Avant le départ, Circé leur donne comme conseil d'aller en enfer. Alors, je sais que vu comme ça peut paraître un peu mal poli, mais dans le contexte, ça ne l'était pas. En effet, en allant dans le royaume des morts, Ulysse pourra y rencontrer Tirésias, qui voit l'avenir, la meilleure solution pour comprendre comment rentrer chez soi. Il quitte donc l'île d'Aea, dit au revoir à Circé et arrive sur l'île du royaume des morts. Il en profite pour saluer Elpénor, le mec qui est mort en sautant bourré du toit d'une maison. Il en profite aussi pour saluer sa mère, Anticlée, salut maman. Puis enfin, il voit Tirésias, et là, il lui explique tout. Ulysse, tu connais Poséidon, le dieu de la mer? Ouais, pas personnellement, mais ouais, je vois qui c'est. Il te déteste, car tu as crevé l'œil de son fils. Ah merde! Ah, une autre chose. Quand tu seras sur l'île du soleil, pendant ton voyage, ne mange pas les vaches qui se baladent sur la plage. Ah d'accord, pourquoi j'irai sur cette île alors? Moi je veux rentrer chez moi. Tirésias lui explique le chemin à suivre et tout et tout. Comme prévu, le bateau d'Ulysse passe par l'endroit où vivent les sirènes. Circé avait donné de la cire pour les oreilles pour tous ses hommes, et ainsi éviter d'écouter les cris qui donnent envie de les rejoindre. Ulysse, très curieux, ne mettra pas la cire dans les oreilles. Il demande à ses hommes de l'attacher au poteau pour qu'ils puissent entendre le cri des sirènes sans pouvoir aller vers elles. Évidemment, en les entendant, il regrettera sur le coup et demandera maintes fois qu'ils soient détachés pour aller voir ces fameuses sirènes. Heureusement, pour une fois, les hommes d'Ulysse n'ont pas fait les idiots, ils ont bien gardé leur cire dans les oreilles. Une fois éloigné des chants des sirènes, Ulysse est à nouveau soulagé et comprend qu'il a évité le pire. Sur le chemin, il passe un détroit, où de part et d'autre se trouvent deux monstres, Charybde et Scylla, qui en profitent pour bouffer quelques hommes d'Ulysse. Plus tard, il voit au loin l'île du Soleil, l'île où il y a les animaux et où il ne faut surtout pas aller car il faut pas toucher aux animaux. Hey Ulysse, et si on allait se poser sur cette île pour se reposer? Non, mieux vaut continuer, on a de la route. Allez, on a très envie de s'arrêter sur cette île pour se reposer. Promis, dès demain, on repart. Sauf qu'ils ne resteront pas qu'une nuit sur l'île. Le vent n'allant pas dans la bonne direction, il faut attendre. Et un mois plus tard, la fin commence à arriver. En l'absence d'Ulysse, les boulets, enfin les hommes je veux dire, en profitent pour tuer les bœufs qui marchaient sur la plage pour ensuite les manger. Ulysse est très mécontent, mais les dieux le sont encore plus, car les bœufs en question appartenaient à Hélios, le dieu du soleil. Les morceaux de viande commencent à danser, et tout le monde crie de panique. Ulysse et ses hommes prennent vite le bateau et quittent l'île. Une tempête commandée par les dieux fait rage, et tous les coupables périssent. C'est-à-dire tout le monde sauf Ulysse,
car Ulysse n'a pas touché aux animaux. Bravo Ulysse, le karma est avec toi. Ulysse s'échoue sur l'île de Calypso. Et là, si vous avez bien suivi, on retourne au début de l'histoire. Sur l'île, il est fait prisonnier, il reste pendant 7 ans, puis une fois libéré, on lui demande de raconter son histoire, qui est ce que je viens à peine de vous raconter. Les Phéaciens, chez qui Ulysse a raconté sa vie, le ramènent à Ithaque en une nuit. Il traverse toute la Méditerranée très rapidement, pas mal. Sauf qu'une fois sur Ithaque, Ulysse décide de se déguiser en mendiant pour ne pas se faire reconnaître et ainsi comprendre, de manière anonyme, comment ça se passe. Pénélope, heureusement, est toujours en train de faire semblant de tisser. Mais hélas, 108 prétendants veulent l'épouser. Parmi eux, certains qui n'étaient même pas nés quand Ulysse avait quitté son île. Ulysse, déguisé en mendiant, en profite pour voir Pénélope et lui dit qu'Ulysse va bientôt arriver. Pénélope lui explique qu'elle avait décidé d'organiser une épreuve dans laquelle il fallait utiliser l'arc d'Ulysse et d'une flèche transpercer les 12 haches, car elle sait que personne ne saurait utiliser l'arc d'Ulysse si ce n'est Ulysse lui-même. Le lendemain, l'épreuve a lieu, les prétendants essaient l'arc, mais aucun n'arrive à le tendre pour pouvoir l'utiliser. Ulysse, le mendiant, intervient. Puis-je essayer ? Toi, un simple mendiant ? Si nous on n'y arrive pas, alors toi, ho 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 ho. Mais Pénélope accepte de faire essayer le mendiant, même si ce dernier n'est pas un prétendant. Quoi ? Faire essayer un mendiant ? Mais c'est insultant envers nous. Ulysse le mendiant prend l'arc et transperce les 12 haches. Il se dévoile, en profite pour tuer tous les prétendants, quelques servantes et retrouve son fils Télémaque et sa bien-aimée Pénélope. Tout est bien, qui finit bien.